Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. Avant de lancer une émission qui s'annonce encore une fois très très intéressante, on va se passer notre générique. Et on se retrouve donc pour notre quatrième épisode de notre quatrième saison. Et ça ne s'invente pas. Avec moi aujourd'hui toujours les habitués, j'ai envie de dire. Mon cher Tom. Bonsoir Tom. Bonsoir, je suis dépossédé de mon prénom ce soir, mais c'est, je pense, pour une excellente raison. Bonsoir Thomas. Et oui, c'est moi l'excellente raison. Bonsoir à tous. Il se passe Et la balle toujours autant un naturellement. plaisir d'être là également. Vous êtes des professionnels, les gars, je tiens à le préciser. Et avec nous, on a la chance d'avoir le retour d'Olivier. Olivier, donc je le répète, astrophysicien, directeur de recherche CNRS à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, et désormais auteur à succès. Bonsoir Olivier. Bonsoir, et donc je ne résiste pas à autant de professionnalisme, d'où mon retour parmi vous. Merci beaucoup encore une fois de nous accorder ta présence et de nous faire confiance sur ce type d'émission. On va donc discuter de différents sujets en lien avec tes recherches et aussi ton premier livre, ta dernière parution. Mais avant ça, on va garder les bonnes habitudes, commencer par un petit point actu. Nous sommes, nous, actuellement en fin d'année 2023. Vous écouterez sûrement, je pense, ce podcast en début d'année 2024. Mais on s'est dit qu'il serait intéressant de faire un petit peu une rétrospective scientifique et spatiale de ce qui nous a marqué, nous, personnellement. Donc c'est très subjectif, ce dont on va parler ce soir. Mais on voulait donc présenter une actu qui nous a particulièrement marqué cette année. Et on va commencer par toi, mon cher Tom. Et oui, comment parler d'actualité spatiale de 2023 sans revenir sur des satellites, des missions comme JUICE. Je sais que c'est quelque chose qui nous a tous marqués pour de nombreuses raisons. Alors JUICE, un rappel, c'est la mission de Jupiter Icy Moon Explorer, qui fait partie du projet d'exploration et d'études Cosmic Vision de l'ESA, donc de l'Agence spatiale européenne. Je le souligne parce qu'on nous a fait remarquer qu'on ne le précisait pas assez. C'est le satellite qui a décollé avec lors d'un des derniers vols d'Ariane 5. Donc un satellite, une mission, un lancement tout à fait marquant. Le 14 avril 2023 pour un lancement tout à fait nominal. Pour rappel, l'objectif de JUICE, c'est d'aller étudier les lunes de Jupiter, qui sont Europe, Ganymède et Callisto, avec quelques petits bonus en route, mais ça, on en parle dans une précédente émission. Donc, tout ceci s'est bien déroulé, puisque fin mai, début juin, la sonde s'est bien déployée. Et donc, on va revenir dessus. Alors, où on en est déjà, j'ai découvert un petit clin d'œil, je ne savais pas du tout si on en avait parlé, je crois que oui, que le satellite a emporté avec lui une plaque en hommage à Galilée. Je suis revenu dessus, je suis retombé dessus, j'ai été de nouveau surpris. Je ne sais plus si on en avait parlé ou pas, mais voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Avec une gravure du Siderus Numius. Mon latin est comment Très mauvais. Il n'est pas jugeable par moi, donc je n'ai rien à dire. Non, ouais. Allez, c'est mauvais. Thomas me fait un grand signe de tête, ça va pas du tout. Donc la traduction, c'est Messager des étoiles de Galilée, donc de son observation des lunes de Jupiter. Alors, le site de l'ESA propose, je vous recommande d'aller voir, c'est super sympa, le Where is JUICE, qui permet en fait de suivre le voyage de la sonde et même de l'anticiper, parce qu'on peut anticiper où sera la sonde d'ici 1 à 2 ans. Et actuellement, je vous ai pris deux chiffres, donc la sonde est en phase interplanétaire, et elle est à 129 336 185 km du Soleil. J'ai pris ces données le 18 décembre, et à 23 926 960 km de la Terre. Donc un sacré parcours pour notre petit satellite, une belle aventure qui démarre, et je vous invite à suivre tout ça, et surtout à attendre les résultats avec impatience. Et puis ça remet les chiffres, ça remet un petit peu en perspective le boulot, le travail, et puis ce que c'est qu'aussi la mécanique spatiale, parce qu'elle a décollé il y a quelques mois, elle est déjà à 23 millions de kilomètres, c'est ça que tu nous disais de la Terre? 29 je crois. 29. Ouais, ça fait réaliser un petit peu aussi, on n'est que dans le système solaire, hein, Ouais, les distances, et, et puis la puissance qu'on peut conférer à une sonde et comme celle-ci. paradoxalement, elle n'est toujours pas dans la phase où elle est censée revenir, Ouais. passer par la Terre, passer par la Lune, pour repartir ensuite vers Jupiter. Donc c'est 29 millions, mais en fait, c'est vraiment que l'intro du voyage, quoi. Ouais, parce que
pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce type de trajectoire, on va utiliser, enfin, la sonde va utiliser la gravité d'autres astres du système solaire pour se mettre dans dans la bonne trajectoire, mais ce qui veut dire qu'elle va repasser, si je ne me trompe pas, entre la Terre et la Lune, et pour être en fait catapultée après d'autres circonvolutions vers son objectif final. Et ça, c'est quand même... les gens se disent souvent, et je comprends que ceux qui ne s'intéressent pas forcément à ce qui est un lancement spatial, qu'on va projeter l'objet vers la destination finale. En l'occurrence, ça ne se passe pas comme ça généralement. Et là, elle va arriver, je sais que vous avez sûrement plus les chiffres en tête. C'est quoi la date d'arrivée déjà de JUICE Je 2030 l'ai quelque chose? plus en tête exactement, mais oui, c'est C'est 2032. 2032. Ok. Et chose étonnante, entre guillemets, sur la mécanique spatiale, justement, c'est que la NASA va envoyer normalement Europa Clipper l'année prochaine, en 2024, et elle arrivera un an avant JUICE, elle arrivera en 2031. Voilà, Pour petite des raisons justement de mécanique spatiale. mécanique spatiale. C'est incroyable. C'est fou. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, sinon je vais repasser la... Mais vas-y, Petit vas-y. juste dernier point, petit fun fact également, tu parlais du site WasJuice. Il y a également un compte Twitter qui fait une barre de progression de où en est Juice dans son voyage. Donc je crois qu'on est à 3 ou 4%. Donc il faudra revenir en 2032 pour voir les 100% Ouais, et sur ces puis, comptes-là. qui est très drôle parce qu'au moment où elle a eu ses petits déboires de déploiement, etc., le compte Twitter parlait vraiment à la première personne en disant oh, j'ai des problèmes, mais vous inquiétez pas, tout va bien aller, etc. Je suis en train de me faire réchauffer. Et ça me fait beaucoup penser au compte Twitter de Persévérance et qui fonctionne un peu pareil. Et c'est un peu, entre guillemets, de l'anthropomorphisme parce qu'on donne à une machine un peu des caractères humains, mais si ça peut créer de l'engouement pour des missions scientifiques qui sont, selon moi, plutôt à la fois novatrices et puis positive dans la conception de la science dans l'espace, je suis partant, quoi, disons. Totalement d'accord avec toi. Allez, je pose une petite capsule temporelle. Saison 4, épisode 4, on parle de l'avancement de JUICE, on a parlé de son décollage. On verra si on se retrouve en 2032 pour parler de son arrivée à bon port. Saison 15, épisode 3, peut-être. Je sais J'annonce, pas les j'ai pas calculer, calculé peut-être. non plus. Je vais, je pense, te repasser la parole, mon cher Thomas. Et je la reprends, en effet. Moi, je vais parler, alors pas que d'une seule mission, je vais parler de deux missions principales qui m'intéressent tout particulièrement. C'est le lancement d'Euclide, qui a eu lieu le 1er juillet 2023. Alors, c'était pas à bord d'une Ariane 5, on est passé les Européens du côté de SpaceX pour une Falcon 9. Et également le 6 septembre, il y a eu le lancement de Chrysum, un télescope spatial de l'AJAXA, l'agence spatiale japonaise, qui étudiera donc les phénomènes violents de l'univers, puisque ça étudiera dans les rayons X, tout comme le fait, et le faisait, mais le fait encore avec ces mêmes Newton côté européen. Et pour revenir sur Euclide, c'est de l'infrarouge, comme le JWST, mais différent, puisque là, ça va réaliser un sondage d'une très grande partie du ciel pour étudier en fait l'impact de l'énergie noire et de la matière sombre sur notre univers. Et donc ça va étudier un très 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 grand nombre de galaxies. Et on a d'ailleurs eu les premières images, c'était début novembre, les premières images d'Euclide qui sont juste spectaculaires. La nébuleuse de la tête de cheval est juste sublime. Si vous avez la possibilité de voir l'image, je vous invite fortement à le faire. Mais il y a d'autres images aussi. C'est l'amas de galaxies de Persée qui a également été observé par Euclide. Et là, pareil, comme on pouvait le voir sur les images de JWST, le nombre de galaxies est juste faramineux. Et c'est toujours extrêmement impressionnant. Et ça nous remet aussi à notre place. On parlait des distances dans le système solaire. Le nombre de galaxies, ça nous remet encore plus à notre place, je trouve. Et donc, c'est des missions qu'il faudra suivre dans les années qui arrivent. Mais déjà, les premières images de Chrysum, elles, arriveront aux alentours de l'été 2024, qui sont encore dans leur partie test en ce moment. Et Euclide, ça va faire comme le télescope spatial européen Gaia. En fait, ça sera différentes sorties de données qui arriveront tous les X temps. Je ne sais pas combien ça sera pour Euclide, parce qu'en fait, ça va prendre des terras et des terras et des terras d'octets de données. Donc, ça sera des sorties pour les scientifiques qui pourront étudier tout ça dans les temps. Tu parles des magnifiques photos qui sont arrivées. Tu vas te régaler à les recoloriser ou pas? Alors j'ai essayé. J'ai essayé pour Euclide, mais c'est pas comme les télescopes américains où les données sont pas mises en ligne et facilement récupérables et facilement colorisables. Donc Euclide, je crois que je vais devoir passer mon tour. Je vais me concentrer sur Hubble et JWST. Pour le clin d'œil, notre cher Thomas qui est avec nous met au service de la science, des passionnés et amateurs ses compétences pour nous recoloriser de magnifiques images de James Webb et d'autres. Et c'est un résultat qui est tout à fait magnifique.
Suivez-le sur les réseaux sociaux et vous verrez en direct live ces colorisations de James Webb. Le soir, tard, je dors pas, mais je fais des choses, hein. Donc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais juste pour terminer, parce qu'on parle de 2023, mais on peut aussi entamer sur 2024 et sur les années qui arrivent, plutôt sur les années qui arrivent, puisqu'il ne faut pas oublier que les Chinois aussi lancent des choses. Ils auraient dû lancer à la fin de l'année 2023 leur télescope spatial, c'est Jiutan, qui est dans, dans l'infrarouge également et qui s'accordera à Euclide et à d'autres télescopes qui seront lancés après. Les Chinois parlent un peu du Hubble chinois, les Américains parlent aussi du Hubble chinois, mais en fait, c'est pas du tout dans les mêmes longueurs d'onde, donc ce sera un peu différent. Mais il sera finalement lancé au mois de juin 2025, au lieu d'être lancé là en décembre 2023. Gros retard sur différents aspects. Je profite de cette émission de fin d'année qu'on mène sur des actualités pour nos auditeurs qui se poseraient la question. Je me tourne vers Simon et Olivier. Est-ce que l'un de vous se sent de nous définir rapidement la matière noire? Bah, Olivier, je pense que tu es mieux placé que moi pour le faire quand même. Je peux en donner une version que je comprends, mais Oui, moi je suis un observateur, donc pour moi, la définition la plus intuitive, c'est une définition observationnelle, et c'est celle qui a été apportée par Vera Rubin. J'ai aussi un attachement particulier à cette astronome américaine, puisque ça a été vraiment une militante de la place des femmes dans l'astronomie. Donc Vera Rubin a été la première à mettre en évidence l'existence de cette matière noire en observant la rotation des galaxies. Et en observant cette rotation des galaxies, elle a vu que finalement les étoiles qui étaient les plus à l'extérieur de ces galaxies tournaient trop vite par rapport à ce que prédisaient les lois de la mécanique newtonienne, et qu'il fallait donc invoquer la présence d'une matière qu'on ne voyait pas pour expliquer ces courbes de rotation. Et c'est comme ça qu'est née cette matière noire, c'est-à-dire une matière dont gravitationnellement on voit l'effet, mais qu'on n'est pas capable de détecter, c'est-à-dire qu'elle ne rayonne pas. Et depuis, eh bien, il y a de nombreuses autres observations indirectes de la matière noire, que ce soit dans les amas de galaxies ou dans le fond diffus cosmologique. Mais voilà, je dirais pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est aussi pour ça qu'on l'appelle ainsi. Et c'est un concept qui est remis en cause continuellement et en ce moment de plus en plus. On pourra peut-être en reparler, mais même avec James Webb, on a eu des nouvelles observations et contraintes qui voilà, remettent en cause aussi peut-être ce modèle dominant de cosmologie, donc qui implique cette présence de matière noire dans l'univers. On voit qu'il y a quand même des problèmes avec ce concept-là. tu vois, je l'avais dit que j'aurais pas fait mieux que ça. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver d'une meilleure définition. Et allez hop, j'en profite, je te passe la balle, Simon. Ouais, moi je voulais vous parler d'un truc un peu différent. Je voulais parler du Saint Graal et rien à voir avec les légendes de la table ronde, même si j'aime beaucoup l'œuvre d'Alexandre Astier, mais je voulais parler du Saint Graal astrochimique. Je pense que ça dit quelque chose à mon invité à ma gauche, très radiophonique. Euh, je voulais parler de cette découverte parce que c'est une simple molécule qui était pourtant si importante, recherchée depuis plus de 40 ans par la communauté scientifique, qu'on a trouvée aux confins du cosmos, CH3+, de son petit nom chimique, cation méthyle ou méthylium. Le nom a souvent été débattu. Pour les plus familiers du terme, vous vous en doutez, c'est lié à une observation du James Webb, du JWST, comme on va l'appeler dans cette émission, je pense, et de son spectromètre MIRI. Et ce qui a surtout permis cette découverte, qui a été bouleversante pour la communauté sur bien des aspects, c'était la curiosité d'une équipe de recherche internationale, mais aussi en grande partie française et en grande partie toulousaine, parce qu'elle a été co-dirigée par Olivier qui est juste avec nous ce soir, donc l'équipe PDS for All, si je dis pas de bêtises. Parfait. Qu'est-ce que le méthylium très rapidement? C'est, d'après ce qu'on en sait pour l'instant, l'une des racines de la chimie organique dans l'espace, sans laquelle il est difficile d'imaginer la création, enfin la présence de nombreuses molécules plus complexes qui donc amènent la vie. Mais c'est une découverte un peu particulière pour moi parce que c'était une des premières dans cette thématique-là où j'ai eu la chance de suivre un petit peu les différentes étapes, d'avoir le suivi des grandes premières étapes de l'excitation de la découverte à la confidence de l'identification, mais aussi l'impatience de la publication qui était liée, et après l'explosion de l'annonce et les vagues de demandes d'interviews qui suivit la communication à son sujet. Donc
c'était un petit peu orienté et ça va nous passer la balle pour la suite de cette émission. Mais vraiment, ça a été quelque chose qui scientifiquement était vraiment très intéressant et novateur selon moi et qui, en plus, d'un point de vue de communicant que je suis, a été un outil à la fois très très performant d'un point de vue retombée, etc. Ça c'est sûr, mais aussi très demandant d'un point de vue contexte de communication, besoin des équipes scientifiques, suivi, attente liée à tout ce qui est le jeu de la publication scientifique. Donc vraiment ça a été marquant, je suis très content d'avoir pu participer à un niveau d'un grain de sable, mais participer un tout petit peu à cette médiatisation-là. Et puis en plus de ça, d'un point de vue chimique, astrochimique, j'ai l'impression que c'est une brique importante qui a été ajoutée au mur de nos connaissances. Donc voilà, j'étais très content de pouvoir à la fois en avoir connaissance et puis de pouvoir le partager avec vous ce soir parce qu'on en avait parlé, je crois, très rapidement dans une émission. Donc je voulais y laisser un peu plus de temps. Tu le présentes très bien et c'est vrai qu'on l'avait rapidement évoqué, mais c'est quand même un passage, un cap. Alors depuis le début de l'émission, la saison 1 d'il y a quelques années, on vit des caps d'astrophysique, d'astronomie, des lancements, mais peu de caps, comment dire, on vit des caps de lancement, mais peu de caps chimiques, de caps de découverte, de caps extrêmement scientifiques. Et c'est vrai que c'est dans ce moment-là où une petite fierté de faire l'émission aussi, parce qu'on vient vulgariser quelque chose qui ne sortira auprès du grand public que peut-être dans quelques mois, voire dans quelques années. Et même moi qui ai vu l'info passer, ça peut paraître un peu flou au début. Et là, c'est un plaisir de te voir le compter de l'intérieur. Et encore plus de voir Olivier en face de toi appuyer de son regard et de son sourire l'importance de cette découverte. Donc on le vit un peu par vous deux. Bah, et surtout la contribution aussi, je dirais, de transmission, parce que on fait tout ça, mais finalement, si les gens n'ont pas connaissance, ça sert pas à grand-chose. Donc voilà, ce que vous faites, et puis ce que Simon a fait aussi pour cette communication-là est très important pour nous. Je veux dire, ça rend notre métier utile, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est très important de passer le cap et justement de s'adresser au public. Et je réécouterai l'émission pour utiliser ta présentation de la découverte pour moi-même en parler à l'avenir. Non, mais vraiment, c'était un travail collaboratif très intéressant et je pense qu'on va peut-être y revenir dans la suite de l'émission. Mais ce que je te propose, on a parlé donc de tes découvertes qui ont fait l'objet d'un récent ouvrage, Destination Orion. Euh, Si tu l'acceptes, tu peux nous en lire un petit passage pour notre instant Space Culture et on se retrouvera donc juste après ta lecture. 25 décembre 2021. Jean-Luc Voyeur fait preuve d'un grand sang-froid. Et c'est normal, il est joueur de poker à un niveau international. Mais aujourd'hui, il n'est pas à Las Vegas, il est à Kourou, en Guyane, car il est aussi le directeur des opérations, le DDO dans le jargon, pour le lancement du James Webb Space Telescope, JWST. Désormais confortablement installé au sommet de la fusée Ariane 5, positionnée sur le pas de tir. Dans la salle de contrôle Jupiter du centre spatial guyanais, où sont rassemblés des dizaines d'ingénieurs, techniciens et opérateurs d'Ariane Group de l'ESA et de la NASA, tous sont pendus aux mots et aux gestes du DDO. Même les Américains sont à la merci du Frenchie et de la technologie européenne d'Ariane Espace pour les quelques dizaines de minutes absolument cruciales qui vont suivre. Celle du lancement et de la mise en orbite du télescope le plus fou et le plus cher de l'histoire de l'humanité. À 12h20 et 10 secondes temps universel, 13h20 heure de Paris, Jean-Luc Voyeur lance le compte à rebours. 10 secondes plus tard, dans un nuage de fumée, la fusée monte et perce l'épaisse couverture nuageuse qui recouvre la forêt équatoriale, encerclant la base de Kourou, et s'élance à pleine puissance dans le ciel. L'écran de contrôle indique la vitesse et la trajectoire d'Ariane 5. Régulièrement, le DDO répète d'une voix assurée « La trajectoire est nominale ». Je ne quitte pas des yeux la trajectoire, elle suit à la perfection la courbe prévue. 2 minutes après le décollage, la fusée atteint l'altitude de 60 km et une vitesse de 8000 km/h. Les deux boosters, les moteurs latéraux qui fournissent l'accélération pour la première phase de montée, se détachent comme attendu. 30 secondes plus tard, la coiffe s'ouvre et après 10 minutes de vol, l'étage principal de la fusée par le moteur Vulcain se sépare de l'étage supérieur auquel est attaché le JWST. Le pilotage est calme, indique Jean-Luc Voyeur, avec l'assurance de celui qui tient en main un carré d'as. Pendant une demi-heure, le moteur de l'étage supérieur fait voler le JWST au-dessus de la Terre à une vitesse vertigineuse de plusieurs milliers de kilomètres par heure.
afin de positionner parfaitement sur la trajectoire qui l'emmènera vers le point de Lagrange. 27 minutes après le décollage, la séparation entre l'étage supérieur d'Ariane 5 et le JWST a lieu. Go Webb, lance Jean-Luc Voyeur dans un tonnerre d'applaudissements qui embrase la salle Jupiter. Quelques secondes après, les images de cette séparation apparaissent sur les écrans, montrant le télescope replié qui s'élance dans le vide au-dessus de la Terre. Ce sera la dernière image du JWST que l'humanité pourra contempler, lance le commentateur de la NASA. À cet instant, le centre de contrôle de mission du Space Telescope Science Institute à Baltimore reprend le contrôle. J'ai suivi les 30 minutes du lancement totalement glacé, imperméable aux émotions, conscient pourtant du fait que les 7 années de travail de préparation et les dizaines d'années à venir de mes recherches se jouaient dans cette demi-heure. Comme Jean-Luc Voyeur, j'ai revêtu ma poker face. Ce n'est que des mois plus tard, en visionnant à nouveau le lancement et son intégralité, que j'ai ressenti l'émotion de ce pari all-in sur le JWST. L'émotion d'avoir consacré, avec une certaine naïveté, une grande partie de ma vie à quelque chose qui rassemble l'humanité derrière une quête qui n'a d'autre objectif que de révéler la beauté de la nature au travers d'un projet qui peut disparaître à tout instant sur une erreur humaine ou une défaillance technique. Merci beaucoup Olivier. Donc tu viens de nous lire un passage de ton livre Destination Orion, voyage à bord du télescope James Webb aux éditions Duno, qui est disponible dans toutes les librairies, je pense. Olivier Bernet, B-E-R-N-E. Merci beaucoup, c'était un passage qui était assez important, je pense, parce que, comme tu le décris, c'est la façon dont tu as vécu ce lancement qui allait plus ou moins dicter un peu la suite de ta carrière, du moins scientifique. Et ça, c'est quelque chose que je pense on a du mal à se représenter en tant que passionné, même ou même néophyte du milieu spatial, à quel point les outils peuvent être, pas toujours, mais peuvent être cruciaux dans certaines thématiques ou en tout cas dans certains domaines scientifiques. Et là, c'est vrai que le James Webb, c'est un projet fou, mais c'est un exemple, je pense, très parlant de cette difficulté, contrainte, on y reviendra. Mais voilà, en découvrant ce passage, j'ai un peu eu le sentiment complètement inverse, où moi, quand j'ai suivi ce lancement-là, j'étais plein d'émotions, à fond, très stressé, très enjoué. Et toi, comme tu le disais, la première fois que tu l'as vécu, tu étais glacial, quoi. Tu n'avais pas de... L'émotion était en dehors de ce que tu vivais, quoi. Oui, enfin, c'est presque psychanalytique. Je pense que j'étais dans un déni total. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que j'en ai reparlé du coup avec des personnes avec qui j'étais. Je ne l'ai pas dit et j'ai coupé un peu au montage une partie du texte. En fait, j'étais pas sur place, j'étais pas à Courant en Guyane, j'étais en famille. Et donc, à la lecture du texte, certains membres de ma famille m'ont dit, mais en fait, je ne réalisais pas du tout l'enjeu qu'il y avait potentiellement pour toi derrière. Et donc visiblement ça s'est pas vu en tout cas à ma tête qu'il y avait un très grand enjeu et je pense que c'est parce que j'étais vraiment dans un déni total, c'est-à-dire que je regardais ça avec une très grande distance, simplement c'est une forme de protection et donc je pense qu'on pourrait vraiment regarder sur le plan voilà, psychologique ou psychanalytique qu'est-ce que ça veut dire, tellement il y avait voilà, un rempart à toute émotion à cet instant-là. C'est vrai que, alors, pour revenir, pour faire une comparaison avec une émission passée de la saison 3, on avait reçu François Buffenoir au téléphone qui nous avait parlé justement d'un crash, d'un échec de lancement avec beaucoup d'émotions. Là, fort heureusement, tu n'as pas eu à le vivre lors du lancement de JWST. Mais c'est vrai que quelque chose qu'on remet pas forcément en place dans le réel, tu compares ça avec une partie de poker, très justement, parce qu'une partie de poker, lors de grands enjeux, on peut perdre beaucoup, mais aussi gagner énormément. C'est un petit peu finalement ce que tu as vécu, beaucoup à perdre, beaucoup à gagner. Mais au-delà de ça, c'est un petit peu le pari d'une carrière, le pari d'une vie. Et c'est ça qu'on ressent, c'est-à-dire que si ça échoue, c'est 7 ans d'années de recherche, c'est 10 ans d'années à venir, voire plus, qui tombent à l'eau, c'est tout à recommencer. Alors fort heureusement, hein, c'est un tableau un peu sombre, mais ça n'a pas eu lieu, et j'en suis le premier très heureux, et je vous regarde autour de la table, je sais que c'est le cas pour vous aussi. Donc il y a tout à y gagner. Et c'est vraiment ça qui, moi, m'a mis un peu les frissons. C'est penser à toutes les possibilités, penser à tout ça, et que toi, tu nous le racontes. Alors lire les lignes, c'est quelque chose, que toi, tu le lises, c'est autre chose. Et c'est important, je pense, quand on écoute cette émission, quand on lit ces mots, quand on s'intéresse un peu au spatial, de comprendre que on a tous des enjeux hyper importants dans nos vies
Et là, c'est encore des choses qui nous dépassent, au sens où on comprend pas ce que c'est tant qu'on l'a pas vécu. Et tu nous transmets bien cette émotion on vit un moment de tension unique. Ouais, c'est amusant en plus cette mise en abîme là avec le poker quoi, le coup de Jean-Luc Voyeur. Enfin, je trouvais ça amusant quoi que justement à cet instant-là, la personne qui est finalement les clés de la fusée soit aussi quelqu'un qui est prêt à parier beaucoup sur un rêve. Alors après, en discutant avec des personnes, notamment un ancien directeur des opérations qui a lu le bouquin, m'a dit oui, en fait, les DDO, ils jouent un rôle finalement d'animateur. C'est un peu les DJ, mais en vrai, ils ne contrôlent pas vraiment directement tout ce qui se passe. J'ai trouvé ça amusant aussi d'avoir un peu les coulisses que moi je n'avais pas du tout. Hein, Et, voilà. et juste en satisfaction personnelle, t'as déjà fait une partie de poker avec Jean-Luc Voyeur? Ah non, faudrait qu'on organise ça, c'est vrai, Que ouais. t'ailles à Kourou pour pouvoir organiser dans la salle Jupiter une petite Mais partie de bon, poker. Savoir s'il aurait vraiment un carré d'as ou... ouais, il y a des s'il- chances que je perde, hein, vu son niveau. Ce qui est aussi important à relever par rapport à ça, et ce qui est encore mieux le fait que tu l'as intégré dans ton livre, c'est que faut quand même se dire qu'on a vécu un moment historique avec ce lancement-là. On parle souvent des moments historiques dans le spatial ou des choses qui fonctionnent, etc. Et là, je pense que c'est un des moments historiques du spatial. Les gens se souviennent, bon, à contre-cœur de l'explosion de Challenger, ils se souviennent du lancement de Hubble, ils se souviennent des grands lancements. Et là, on a vécu ce lancement-là, en plus, dans un contexte un peu particulier. C'était le 25 décembre, c'était Noël. On a vécu un lancement, un véritable cadeau de Noël, littéralement. Et je pense on se souviendra tous, en fait, finalement, de ce qu'on faisait ce jour-là. Parce qu'en plus, il y a le côté famille dont tu parles de ton côté. Donc, ça rapproche encore plus ce moment avec des souvenirs qui nous marqueront, en fait, à vie. Et je pense que je me souviens exactement de ce que je faisais ce jour-là. Je me souviens exactement de comment je me sentais dans le lancement. Et les émotions, je les avais, mais j'avais peur. J'avais vraiment peur parce que j'écris un mémoire sur des échecs des missions spatiales et j'avais conscience de l'enjeu que ça représentait. On a perdu des missions martiennes, on parle souvent de ces échecs-là, bon bah on a juste perdu une mission martienne, en fait c'est des centaines de personnes qui peuvent potentiellement perdre leur travail en fait à la suite de ces échecs-là. Là c'était pas des centaines, là c'était potentiellement des milliers de personnes qui pouvaient ne pas avoir de travail sur les années qui arrivent. Donc pour ça moi aussi ça m'a encore mieux convenu, ce lancement réussi, c'est me dire que on va avoir des résultats exceptionnels, mais on va surtout avoir des gens qui vont pouvoir travailler sur ces résultats exceptionnels. Oui, et puis le travail de milliers, voire dizaines de milliers de personnes sur plusieurs décennies a été récompensé aussi par une mission qui est réussie parce que, comme tu le dis très justement, il ne faut pas oublier que derrière des missions spatiales qui peuvent être contestables, remises en cause, utilisées de manière intéressante ou pas d'un point de vue scientifique, il y a des gens qui ont travaillé pendant plusieurs années, souvent plusieurs dizaines d'années. Et là, c'était une mission record d'un point de vue budget, plus de 10 milliards de dollars, etc., on l'a déjà dit, mais aussi d'un point de vue implication de personnes qui sont vraiment, qui ont défendu ce projet corps et âme, du point de vue technique, ingénierie, pour le télescope en lui-même, mais aussi d'un point de vue scientifique pour les découvertes qu'il pourrait amener et les domaines scientifiques qui pourraient être mobilisés. Et politique également. Beaucoup de personnes ont défendu le côté C'est vrai, politique de pourquoi est-ce qu'il faut qu'on lance ce télescope. c'est Parce vrai, qu'il a failli être annulé plusieurs au fois, ouais. moins 3 ou 4 fois par le Congrès américain. Il y a toujours eu des gens qui venaient le défendre. Donc c'est aussi le politique qui est aussi là également. Et du coup, ce qui peut nous permettre d'enclencher sur la discussion qui suit, c'est que dans le cadre de l'astrophysique, pas uniquement, c'est sûr, hein, mais il y a aussi cette dépendance à ce type d'outils qui sont très coûteux, très onéreux, très impactants d'un point de vue aussi écologique. On l'avait déjà évoqué durant notre dernière émission, mais on va sûrement y revenir ici aussi. Et comment c'est vécu par les personnels scientifiques d'astrophysique, d'astrochimistes, d'avoir ce lien de dépendance avec des outils comme le James Webb? Ben, c'est le quotidien de l'astrophysique spatiale. Il faut déjà voir hein, que dans les projets sur Terre, il y a moins de ce côté poker, justement. Hein, parce que en général, un projet il est sélectionné. Une fois qu'il est sélectionné, on sait qu'il va aller jusqu'au bout. Il n'y a pas ce stress du lancement, de la mise en orbite, etc. Euh,
dans les missions spatiales, il y a vraiment cette notion de poker et qui est présente, je dirais, à toutes les étapes. Hein, parce que, en général, quand on commence à réfléchir à un projet spatial scientifique, il y a énormément d'étapes avant même qu'on commence à fabriquer le projet. Et une fois qu'il commence à être fabriqué, il y a encore énormément d'étapes encore. Moi, par exemple, j'ai participé à une mission qui s'appelait SPICA, qui était une mission entre l'agence spatiale japonaise, la JAXA, et l'agence spatiale européenne, l'ESA, qui est un projet qui a duré assez longtemps et qui était prévu pour un lancement dans les années 2020 et qui finalement a été annulé à un état très avancé, c'est-à-dire qu'après qu'il y a eu beaucoup de développement sur des aspects instrumentaux et scientifiques et qui a été annulé pour des raisons plus politiques et qui a été notamment lié au fait que les collègues japonais ont perdu un satellite X qu'ils ont dû refaire, etc. Donc c'est un contexte en fait qui fait que finalement tout ça a été annulé. Donc c'est quelque chose dont on a l'habitude et je dirais tous les collègues qui font de l'astrophysique avec des instruments spatiaux ont au moins une fois vécu dans leur carrière une annulation, un projet avorté ou voire effectivement dans le pire des cas carrément une explosion de fusée au lancement ou voilà, ou une perte du satellite lui-même. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Ouais, moi j'aimerais revenir sur 2 points. Le premier, c'est que déjà pour ceux qui ne sont pas avec nous autour de la table, un point que j'avais envie de souligner, c'est quand Thomas nous parlait justement de l'émotion qu'il a ressentie au lancement du James Webb, on voit l'émotion sur son visage encore aujourd'hui quand il en parle. Et juste un petit mot pour rappeler que quand on prend le temps de s'intéresser un petit peu au spatial, les émotions sont là. On peut en vivre, on peut s'en saisir. Et là, on avait beaucoup d'émotions sur le visage de Thomas qui nous racontait ça, donc c'est un plaisir à écouter. Et pour revenir justement sur le James Webb, moi je me pose une question un peu plus technico-technique. Donc tu disais il y avait plusieurs années de préparation, de travail, d'anticipation. Est-ce que avec quelques mois de recul maintenant que tu peux utiliser cet outil, que toutes les équipes peuvent utiliser l'outil, on se rend compte que par exemple il peut y avoir tel ou tel instrument qui pourrait manquer ou qu'il y a déjà des projections vers un avenir lointain de ah la prochaine fois on fera ça ou est-ce que voilà, tout est parfait, tout a bien été anticipé, ou est-ce que déjà il y a quand même quelques petits éléments où on commence à se projeter, on se dit ah, j'aimerais bien creuser ça ou tel élément. Quand j'avais 8 ans, j'avais commandé un train Lego au Père Noël. Et quand je l'ai eu, j'ai joué avec pendant au moins 4 ans. Et là, c'est un peu pareil, honnêtement. Là, franchement, le sentiment qui domine, c'est juste que c'est vraiment l'instrument de rêve pour faire ce qu'on a envie de faire. Moi, ça faisait effectivement, tu l'as rappelé, 7 ou 8 ans que j'attendais cette mission, enfin, que je la préparais, hein, que je l'attendais, ça faisait depuis le début de ma carrière en fait, donc plutôt une quinzaine d'années. Donc là, je veux dire, moi j'en suis à un stade où simplement le fait de pouvoir utiliser les données qu'on a déjà, rien que ça me comble. Et après, l'étape d'après, pour moi, c'est juste faire de nouvelles observations avec James Webb. Pour moi, ce qu'il y a derrière, c'est déjà trop loin, quoi. C'est-à-dire que j'ai même plus d'espace mental pour penser à ça, tellement j'ai déjà des choses à faire et de l'excitation tous les jours. On découvre de nouvelles choses dans les données qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on essaie de comprendre. On fait des nouvelles propositions chaque année. Enfin, donc, très honnêtement, pour moi, à l'heure actuelle, j'ai même pas d'espace mental pour imaginer la suite ou ce qu'il peut y avoir derrière de mieux, quoi. Ça me paraît même difficilement concevable. Du coup, j'ai une question complémentaire. Tu disais, Simon, la dépendance du milieu scientifique de ces outils. Maintenant que le James Webb est en vol, maintenant que tu travailles sur ces données, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu rapidement la journée type d'un scientifique qui travaille sur le James Webb? Je dirais ce qui rend ce métier si intéressant, c'est justement qu'il n'y a pas de journée type. Et donc, vraiment, il n'y a pas de journée type. Surtout l'année 2023 qui a été extrêmement riche en rebondissements, en arrivée de données. Et puis, nos observations étaient prévues en septembre. Et puis, un des 3 instruments, enfin des 4 instruments du James Webb est tombé en panne
quelques jours avant qu'on fasse nos observations. Donc, il y a eu une partie de nos observations qui a été reportée au mois de janvier. Donc, on a finalement eu des rebondissements presque continuellement au cours de cette dernière année. Et donc, ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est de prendre les données, de les regarder, et puis aussi de les retraiter. C'est-à-dire que les données, elles arrivent dans un format qui est un peu brut, dans lequel l'information scientifique n'est pas immédiatement exploitable. Et donc, il faut faire un travail où on essaie d'améliorer la qualité de ces données avec des algorithmes. Et donc, on fait continuellement ce travail. Et donc, à chaque fois qu'on améliore la qualité des données, eh bien, on voit des nouvelles choses qu'on ne voyait pas avant et on essaie de comprendre. Voilà. Et aujourd'hui même, avec Ilan Schretter, qui est un ingénieur qui travaille avec moi à l'Institut de recherche d'astrophysique et planétologie à Toulouse, on a détecté un signal en direction d'un échantillon de galaxies dont on ne sait absolument pas ce que c'est, mais qui est bien réel, qu'on a pu identifier vraiment très clairement. Et voilà, et on s'est quitté ce soir en ayant, voilà, en se posant uniquement des questions, en ayant très peu de réponses. Et ce qui est certain, c'est que ce qu'on a envie de faire, c'est de trouver les réponses à ces questions. Et voilà, et je veux quand même apporter un bémol à tout ça, qui est que pour continuer à faire ça, malheureusement, eh bien, on a besoin de moyens. Et des fois, ces moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Et donc là, on a passé un certain temps depuis le mois de septembre à monter des dossiers, à répondre à des appels d'offres, etc., pour essayer de pouvoir continuer à faire la science qu'on fait. Des équipes d'analystes et d'explorateurs de l'espace. Voilà. Ouais, et puis là, tu as réussi, via ta question, à peut-être obtenir une petite exclusivité pour Odyssée, donc bravo. Mais tu me fais une transition parfaite. On a évoqué le fait que le télescope en lui-même a coûté une somme faramineuse, mais comme tu le disais, les recherches que vous menez coûtent aussi de l'argent, qui est lié à beaucoup de choses, dont des coûts de salaire de personnes qui travaillent sur le sujet au quotidien, qui ont aussi des journées type de traiter des données, de chercher des nouvelles pistes et des nouvelles découvertes qui pourraient être faites grâce à ces données qui abondent naturellement, mais qu'il faut pouvoir traiter, et ça prend beaucoup de temps et beaucoup de matière grise. Et justement, en quoi ce fonctionnement de la recherche par appel à projet, par financement one-shot, peut être peut-être positif dans certains aspects, et aussi peut être un frein à la découverte, comme on la pense, la découverte scientifique libre, vraiment naturelle. Est-ce que tu le ressens aujourd'hui comme une vraie difficulté que vous rencontrez, ou est-ce que ces financements peuvent être la porte ouverte à de belles recherches via la politique qu'on appelle d'excellence? Bon, moi j'ai un regard extrêmement critique sur tout ça, et ce que je peux dire, c'est que je trouve que c'est de plus en plus difficile de faire notre métier tranquillement et correctement. Et donc cette politique d'appel à projet, pour moi, elle est néfaste. Je pense que essentiellement néfaste. C'est-à-dire que déjà le fait qu'on fonctionne par projet est quelque chose d'ancestral dans la science. On a toujours fonctionné avec des projets. Et donc le financement par appel à projet est quelque chose de différent. C'est-à-dire c'est cette mise en compétition volontaire des équipes en leur disant, voilà, les ressources sont limitées et on va concentrer les ressources finalement sur un nombre limité d'équipes sur la base d'une prétendue excellence qu'on serait capable de mesurer objectivement, ce qui est en réalité très difficile à faire. Ce système-là, donc qui organise cette mise en compétition et qui distribue des financements, non seulement en les concentrant, mais aussi en les donnant, je dirais, sur des échelles de temps qui sont courtes. Un des problèmes fondamentaux, au-delà de la précarité que ça génère, parce qu'on fait des contrats qui sont courts, etc., sur la science, c'est que quand on veut conserver des connaissances, des savoir-faire, eh bien, ça n'est pas possible. Si vous avez un financement, je prends par exemple les financements de l'European Research Council, qui vous donne 5 millions, une somme gigantesque sur une durée de 5 ans. Pendant 5 ans, vous allez pouvoir faire des choses, recruter énormément de monde, construire une équipe, former des gens. Et puis au bout de 5 ans, il se passe quoi en fait? Vous n'avez plus d'argent, c'est fini, ces gens partent, ils vont ailleurs. Et donc toutes ces compétences et ces connaissances qui ont été acquises, elles sont perdues.
Donc moi, je trouve que de ce point de vue-là, ce système, il est extrêmement risqué parce que finalement, ça mène à la perte des compétences et des connaissances. Et je suis beaucoup plus favorable à un système dans lequel on a une pérennisation des personnels et des connaissances par ce biais. Et je trouve que là, nous, vraiment, c'est quelque chose qu'on ressent actuellement dans l'équipe. On a construit une équipe autour de ce projet James Webb à Toulouse sur laquelle on a vraiment acquis une très bonne dynamique, des très grandes compétences, un positionnement au niveau international excellent, des résultats scientifiques, des publications dans les grandes revues Nature, Science, etc., etc. Et là, je vous dis, Ilan, qui travaille avec nous, eh bien, son contrat se finit et on n'a rien derrière. On ne sait pas comment continuer à faire ce qu'on fait. Donc, moi, je trouve que ce système-là, finalement, il prétend organiser la compétition de manière vertueuse, mais en réalité, je pense qu'il mène finalement à des problèmes à la fois de conservation de la connaissance et aussi de dérives scientifiques, d'inconduite, ou de problèmes éthiques dans la science, parce que ça pousse les gens à publier le plus possible, le plus vite possible, etc. Et donc, en faisant ça, ce qu'on essaie de faire, c'est simplement avoir une visibilité, être reconnu avec des indicateurs bibliométriques qui mesurent le nombre de publications, etc., pour avoir plus de financement. Mais en fait, la science là-dedans, elle est pas gagnante, quoi. Ouais, c'est la course au financement qui peut justement aussi, pas justifier, mais amener comme tu disais, des dérives de personnes qui vont orienter leurs recherches de manière à coller un sujet particulièrement accrocheur, particulièrement parlant pour telle ou telle agence de financement. Et selon ma perception de la production scientifique, c'est pas de cette manière qu'elle avance. Normalement, elle avance par de découverte en découverte et d'intérêt, de curiosité en curiosité. Et c'est pas ce qui est prôné, d'après ce qu'on en voit d'un point de vue effectif, par ces politiques de financement par appel à projet. Non, je vais rebondir un peu sur ce sujet-là, parce que tu parles de ces projets pour essayer d'accrocher, etc. Ça, on peut le voir justement sur le JWST également, parce que des scientifiques essayent un peu de sauver leur peau, sauver leur carrière comme ils le peuvent. Tu en parles dans ton livre sur les premières observations, dans lesquelles on aurait déjà trouvé des monstres de galaxies à des distances, etc. C'est des papiers qui ont été prépubliés 3 jours après la publication des images. Donc, c'est pas des papiers sur lesquels on peut s'appuyer. Ils ont même d'ailleurs été plutôt débunkés dans les semaines qui ont suivi. Mais en fait, est-ce que c'est pas un indicateur de soit peut-être le côté personnel des scientifiques de se dire j'ai envie de découvrir quelque chose pour avoir mon nom quelque part, ou est-ce que c'est pas aussi un moyen en fait de sauver sa carrière en faisant ça en fait? Moi, je pense que c'est 100% la réponse B, c'est-à-dire que il y a une telle compétition organisée, et encore en France, on est préservé, mais il faut imaginer que dans des pays comme la Chine, où voilà, il y a un investissement dans la recherche scientifique qui est massif, hein, en volume, maintenant, ça dépasse le volume de ce qui est euh, donné aux États-Unis en termes de part, ouais, non, de dollars consacrés à la science. Donc c'est énorme. Et ils ont une politique qui est extrêmement compétitive. Il faut absolument que vous publiez 2 articles par an minimum, etc. Donc ça pousse les gens à faire n'importe quoi pour exister scientifiquement et donc à brûler complètement les étapes et à donc sortir des résultats avant même qu'il y ait eu un moindre travail d'évaluation par les pairs ou même d'évaluation par des collègues en interne avant de sortir un résultat, quoi. Et je pense que ça, c'est pareil, ces dérives-là, elles sont néfastes pour la science, hein, et certains papiers sont publiés et on a un taux d'articles rétractés, donc c'est-à-dire d'articles qui, une fois qu'ils sont publiés, on se rend compte que bah, c'est du bullshit, sont retirés. Ce taux-là, il ne fait qu'augmenter depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que vraiment, il y a une qualité de la science, en tout cas d'un point de vue des publications, qui baisse. Voilà. Il y a un volume qui augmente, hein, mais la qualité baisse. Mais
Pour aborder un dernier sujet dans cette émission, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure en citant Vera Rubin, qui est donc une astronome américaine qui a participé notamment à découvrir la matière noire, qui est décédée il y a quelques années d'ailleurs. Tu m'as fait découvrir une de ses citations, d'ailleurs un jour où on s'est rencontrés, qui disait 50% de la matière grise sur cette Terre appartient à des femmes. Et pour autant, dans le milieu de la recherche, en astrophysique, mais pas que, on ne retrouve pas 50% de femmes. C'est une limite qui évolue quand même, il faut le dire, ces dernières décennies, mais qui, dans certains domaines ou certaines disciplines, rencontre une sorte de plafond de verre. Et toi, en tant qu'astrophysicien en laboratoire en France, comment tu perçois cette discrimination qui existe toujours aujourd'hui des femmes dans le milieu scientifique et de l'ingénierie et des techniciens aussi, et comment tu voit le futur sur de telles missions comme le James Webb, qui peuvent être des tremplins médiatiques et politiques importants pour les scientifiques et pour les gens qui participent. Est-ce que tu trouves que les femmes ont une place qui est plus égalitaire, équitable vis-à-vis des hommes? Ben, c'est un sujet qui est vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Ce qu'on voit, c'est que quand on fait des mesures avec des outils des sciences humaines et des statistiques, c'est qu'il y a des discriminations qui sont claires, notamment dans les domaines de l'astrophysique, que ce soit en France, par exemple pour l'obtention de postes permanents dans des organismes pardon, comme le CNRS. Alors c'est moins le cas maintenant, hein. On avait levé un lièvre en faisant une étude avec la Société française d'astronomie et d'astrophysique dans lequel on mettait en évidence sur le plan statistique ce biais. Depuis, je crois que le CNRS a fait vraiment des efforts pour essayer de rétablir une forme de... euh, ils ont limité les biais, c'est-à-dire que maintenant on recrute à peu près la proportion de femmes qui se présentent. Voilà. Mais comme il y a moins de femmes qui se présentent, on a toujours très peu de femmes qui sont recrutées, hein, malgré tout. Et donc, si on veut arriver à une parité totale, ça prendra des siècles, hein. Donc, on en est encore très très loin. Après, bon, moi je pense que ces questions-là, après, en pratique, elles sont aussi très difficiles à mettre en œuvre. C'est-à-dire que moi-même, en tant qu'homme, dans mon domaine, j'essaye de voir comment faire et parfois, c'est pas facile. On est pris dans une matrice sociale et aussi par d'autres contraintes qui font que, eh bien, parfois laisser de la place aux femmes en tant qu'hommes, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Euh, on subit voilà, cette matrice sociale qui est je dirais, présente en nous et donc faut se battre continuellement contre et comme on a d'autres injonctions de réussite, de comment avoir des financements, etc., et bien parfois tout ça est très compliqué. Et je vais faire aussi une ouverture qui est que on a beaucoup parlé des femmes dans le domaine de la recherche et de leur absence, en particulier dans des disciplines comme l'astrophysique, la physique, les mathématiques, etc. Mais il y a tout un tas de catégories sociales aussi qui sont totalement sous-représentées dans ces domaines. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi regarder de près, hein, parce que ces discriminations, et d'ailleurs, elles se cumulent, et en fait, il y a un effet même multiplicatif, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes une femme d'un milieu social populaire, la probabilité que vous intégriez le CNRS, elle est divisée par 100 par rapport à l'homme qui viendrait d'un milieu social aisé. Donc il y a vraiment des effets comme ça cumulatifs. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas regarder que voilà, les aspects genre. Il y a aussi des aspects sociaux qui jouent un rôle au moins aussi important et qu'on a un peu délaissé jusqu'à présent. Et je trouve qu'il faudrait se pencher un peu plus là-dessus. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très 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 regardé. Et donc ils ont des systèmes de discrimination positive. Alors ça pose beaucoup d'autres questions. Et il y a énormément de problèmes liés à cette discrimination positive aux États-Unis et une conception aussi de la race notamment hein, qui existe en droit américain comme quelque chose de réel et qui n'existe pas du tout ni même dans la Constitution en France. Donc voilà, mais c'est des sujets je pense qu'il va falloir qu'on attaque. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi un point qui est important, c'est qu'il faut qu'on ait des politiques d'incitation euh, pour et envers les femmes, de leur dire, vous candidatez, tentez le coup, intéressez-vous à ce type de discipline et vous avez votre place, parce que comme tu le disais, on recrute une part de femmes égale à la part de femmes qui ont
candidater à des postes en astrophysique, notamment au CNRS. Et je pense qu'il y a aussi ce côté d'arrêter de dire aux jeunes filles, notamment, et aux jeunes femmes, que c'est pas l'astrophysique, par exemple, c'est pas forcément un domaine de femmes, ça va plutôt être la biologie, qui se base sur en fait beaucoup de clichés sexistes et genrés. Et de la même manière, pour les personnes qui sont issues de classes sociales euh, qui auraient été pensées il y a longtemps inadaptées à telle ou telle situation professionnelle, qui, pour d'autres raisons, et aussi des difficultés économiques, de capital culturel, etc., ne se sentent pas légitimes de faire les choses. Et on a des exemples, des contre-exemples aujourd'hui qui sont marquants. Et je pense que, on en parlait en off, mais on va pas lancer ce débat-là ici parce que sinon on serait encore là pour longtemps, que des exemples de réussite de personnes qui auraient été euh, discriminés ou en tout cas qui partaient avec une longueur de retard assez importante peuvent permettre de mettre en avant ce qu'on appelle des rôles modèles et d'inciter certaines personnes qui pourraient se reconnaître en eux de se dire bah ouais, en fait il y a peut-être une place pour moi là-dedans, c'est mon rêve, j'ai envie d'y aller. Et je trouve que en plus d'être un combat noble et je pense en tout cas à mon humble avis important, ça peut être vraiment une émancipation pour des personnes qui cumulent les difficultés à côté et qui peuvent peut-être trouver une échappatoire certes difficile, mais qui leur est, mine de rien, accessible. Tout à fait. Mais je pense que cette question des rôles modèles, elle est voilà, multidimensionnelle. Il faut faire attention. Par exemple, hein, je pense que donc il y a cet exemple dont je viens de parler de la question du genre, et je pense que par exemple ériger certaines femmes comme des rôles modèles, comme a pu le faire le CNRS notamment, et par exemple des personnes qui voilà, sont des femmes blanches issues de la bourgeoisie qui ont fait Normal Sup, eh bien je pense que ça, pour quelqu'un qui vient du 9-3 et qui n'a jamais côtoyé ce genre de milieu, ça n'envoie pas un message de tu es la bienvenue pour faire de la science. Et donc je crois que si on fait ça, il faut prendre en compte toutes ces dimensions pour ne pas créer de nouvelles discriminations qui viendraient finalement enfoncer le clou auprès de certaines personnes. C'est-à-dire que je pense que voilà, des personnes qui socialement ou d'un point de vue de leur racisation ne se reconnaissent absolument pas dans les rôles modèles qu'on leur impose en leur disant mais si bien sûr vous êtes bienvenus, mais qu'elles s'y reconnaissent pas du tout, ça va avoir un effet contre-productif. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à comment on utilise voilà, cet outil des rôles modèles. Je pense que c'est une très bonne manière de conclure cette émission. L'ouverture de la science, mais aussi l'importance de considérer chacun et chacune dans leur existence sociale, qui n'est pas quelque chose d'anodin. Donc on aura réussi à faire une partie d'émission sur des sciences humaines et sociales en parlant à la base d'espace, comme quoi c'est possible. Je tiens encore une fois à te remercier, Olivier, d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir, de nous accorder ton temps et ta confiance dans ce genre de podcast. Je tiens à vous remercier, surtout vous aussi les gars, d'être présents avec nous depuis moult et moult émissions, voire années pour certains. J'ai encore été très heureux, encore une fois, d'animer cette émission avec vous. Je vous laisse le mot de la fin et on le passera peut-être à Olivier pour conclure. Je passe la parole à mon cher Thomas. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de participer à cette émission. C'est toujours un plaisir de parler avec Olivier. J'avais encore 1001 questions, mais bon, il y aura plein d'autres émissions potentiellement. De toute façon, c'est toujours des sujets extrêmement passionnants. Tu parles du fait que les sciences humaines, c'est important dans l'espace. Je pense en être la preuve et j'ai envie de continuer sur ce chemin-là. Donc, Historien de formation, on le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi les premiers épisodes. et du coup, non, il y a encore plein de choses à faire dans le spatial par rapport à tout ça, mais on va essayer d'être optimiste. Essayons. De mon côté, encore merci à vous deux, à vous trois. Merci Olivier d'être avec nous ce soir. Et je l'ai dit tout à l'heure en parlant des équipes de chercheurs, mais je nous vois un peu comme ça, de manière peut-être un petit peu présomptueuse. On est un peu des analystes de données qui sont transmises, et puis des explorateurs. On explore à notre niveau, à notre échelle, des infos qui nous arrivent un peu de tous les côtés. On y prend du plaisir, on y prend de la passion, et puis on voyage. Et ce soir, encore une fois, depuis plus de 3 ans maintenant, j'ai voyagé à vos côtés. Donc merci pour cette belle route. Écoute, je te laisse le mot de la fin, Olivier. Tu as carte blanche, tu peux conclure cette émission de la manière dont tu le souhaites. Eh bien, non, merci encore à vous. Merci pour ce que vous faites. Comme je le disais tout à l'heure, ça
permet de donner un sens au métier que l'on fait et à transmettre les connaissances à tout le monde. Et puis, comme mot de la fin, je crois que je vais dire joyeux Noël, même si ce sera peut-être un peu a posteriori. Sûrement passé, mais en tout cas, de très belles fêtes et une très bonne année à vous toutes et tous.